Bienvenue à Talent au sommet, le podcast qui explore ce qui fait vraiment la différence dans un parcours vers le succès et la haute performance. Je rencontre des leaders et des athlètes pour échanger sur leur leadership, leurs leçons apprises et leurs conseils. Je suis Dani Trudel et mon objectif est de vous offrir des échanges riches qui vous invitent à voir votre parcours et votre leadership sous un nouvel angle, mais aussi à découvrir les secrets et l'inspiration contagieuse du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Lisotte, président et chef de la direction de gestion féerique, triathlète accompli et père de 3 enfants. J'ai voulu échanger avec lui sur les parallèles entre sa carrière et le sport, son style de leadership et les leçons de son succès, en commençant par une brève intro à Gestion féerique et à sa vision des enjeux présents en 2024-2025. Nous essaierons de découvrir entre leadership et sport, est-ce un même parcours? J'ai pas l'impression d'être rendu à quelque part, je te dirais. J'ai l'impression de continuer à avancer dans la vie, dans le sport, dans ma carrière. Donc, c'est une évolution perpétuelle, puis je pense que ça va toujours être ça. Louis a rejoint Gestion féerique en 2010 comme directeur des placements avant de gravir les échelons pour devenir chef des solutions d'investissement en 2020. Depuis juillet 2023, il est à la tête de l'organisation et est responsable de l'orientation stratégique et des opérations de gestion féerique, ainsi que de sa filiale Service d'investissement féerique. Louis a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier. Il détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Bishops. Il est analyste financier agréé, soit CFA, titulaire du titre de Financial Risk Manager. Louis est aussi un grand sportif. Il s'entraîne presque quotidiennement et complète 3 à 4 triathlons par année. Il a d'ailleurs représenté le Canada lors du championnat du monde de triathlon longue distance à Ibiza, en Espagne, en mai 2023, impliquant 3000 mètres de natation, 116 km de vélo et 30 km de course. Une course qu'il a terminée en 7 heures, 39 minutes et 49 secondes. Bravo. Louis carbure au défi. Je le connais depuis 2020 à travers une relation de coach et coaché. Je vous souhaite une bonne écoute. Et bonjour Louis, merci beaucoup d'avoir accepté cette conversation avec moi aujourd'hui. Salut Dani, ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Ça fait quelques années qu'on se connaît en tant que coach et coaché, et c'est vraiment un plaisir pour moi de te voir évoluer dans ta carrière. Et pour commencer, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Gestion féerique, peux-tu nous introduire un peu, dire qu'est-ce qui différencie Gestion féerique des autres entreprises financières? Est-ce qu'il y a une philosophie ou une approche que vous adoptez? Mhm. Ben, merci. Donc Férix, c'est en fait deux entreprises de services financiers. Dans les deux cas, c'est des OBNL. Donc, en partant, c'est quelque chose qui nous différencie, je pense, la majorité des autres institutions financières. On est un peu une bébête à part en ce sens-là. Donc, Gestion Férix, c'est le gestionnaire des fonds Férix, c'est des fonds communs de placement. Puis, on a aussi Service d'investissement Férix, qui est un cabinet de planification financière et un courtier en épargne collectif qui permet de servir les clients féeriques, finalement. Les fonds féeriques ont été créés en 1974, donc cette année, on fêtait les 50 années, 50 ans des fonds féeriques. Puis ça fait aussi 25 ans que l'entité gestion féerique a été créée, l'OBNL, pour gérer justement les fonds féeriques. Autre particularité, nous, nos clients, ce sont les professionnels en génie au Québec et leurs familles. On parle aujourd'hui là, d'un petit peu plus de 4 milliards en actifs sous gestion. On a à peu près 24 000 clients et on est rendu à près de 90 employés. Donc, quand même une petite firme, mais une taille quand même intéressante. Euh, Moi, donc, tu l'as dit, moi, là, ça va faire pratiquement 15 ans que je suis chez Ferric, puis ça fait juste un an et demi là, dans mon nouveau rôle. Puis je te dirais que des fois, j'ai l'impression que ça a commencé hier, puis des fois, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je suis dans le rôle, tellement il y a de choses qui se passent, puis ça va vite. Mais honnêtement, ça va super bien, j'adore ça. Je trouve ça vraiment incroyable de travailler avec la gang de Ferric, là, du monde qui sont motivés, motivants, allumés. Ça m'oblige à justement être en forme puis à être réveillé pour être capable de suivre toute cette gang-là. Donc, il y a quand même une forme différente, puis il y a aussi un marché un peu différent pour vous. Ouais.
Bravo. Et avant d'aborder ton parcours fascinant, j'aimerais connaître ta perspective sur les enjeux principaux que vivent les organisations dans le domaine des finances en Mm. 2024-2025. Quelles sont, selon toi, les compétences ou les qualités les plus recherchées, particulièrement en ce qui concerne les talents émergents et le leadership? Donc les enjeux, si on débute par ça, évidemment, peu importe l'industrie, les enjeux sont nombreux, puis finissent par se ressembler. Euh, Nous, dans notre domaine financier, évidemment, le contexte économique, l'impact que les taux d'intérêt un peu plus élevés des dernières années ont eu sur les investisseurs, les épargnants, évidemment, ça nous touche directement. Sinon, l'évolution des marchés boursiers, les élections américaines, de manière générale, le contexte géopolitique, on dirait à chaque semaine, c'est de plus sombre en plus sombre. Euh, euh, Plus généralement, je dirais que les attentes des gens évoluent constamment. Donc, les attentes de nos clients évoluent constamment. Puis ça va rapidement parce que peu importe l'industrie, quand il y a des nouvelles tendances qui émergent, généralement, ça se transpose d'une industrie à l'autre. Puis on le voit, la façon de consommer virtuellement est un bon exemple de ça qu'on voit. Sinon, je réfléchis à les trois enjeux. Le premier touche exactement ce que tu mentionnes, les talents. Donc, nous, donc j'ai dit on est 90, on a quand même embauché plusieurs personnes ces dernières années, donc une certaine évolution, mais on est toujours demeuré très, très sélectif dans nos embauches parce que, ultimement, dans notre domaine, une industrie de service, puis le fait qu'on est un peu plus petit, chaque personne contribue directement au succès de la firme, à bien servir les clients. Donc, c'est important de trouver les bonnes personnes à chaque fois. Tu sais, tu parles de compétences ou attitudes. Je te dirais que on regarde, on vise toujours l'attitude en premier avant les compétences, dans le sens que moi, je pense que les compétences, ça se forme, là. Les gens, en général, sont capables d'apprendre. L'attitude, c'est plus difficile à travailler. Donc, il faut toujours prendre l'attitude avant les compétences, puis on gérera après. Mais, mais nous, ce que ça nous pousse à faire, la main-d'œuvre, peut-être qui est moins disponible, le marché de l'emploi un petit peu plus serré, puis le souhait de vouloir repêcher les bonnes personnes ou d'embaucher les bonnes personnes, ça nous pousse à avoir un environnement de travail qui est motivant, puis qui nous permet de garder ces gens-là finalement. Sinon, un autre enjeu qui touche, encore une fois, la plupart, je dirais, des industries, c'est la démographie. Donc, il y a quand même une vague de gens qui approchent ou qui sont maintenant à la retraite, là, peu importe où on regarde dans les pays développés, là, mais c'est vrai au Québec. Donc, nous, ce que ça nous amène à faire, c'est, évidemment, on veut se renouveler constamment en termes de servir les professionnels en génie et leurs familles. Il faut qu'on soit pertinent dans notre discours pour les jeunes ingénieurs d'aujourd'hui et il faut adapter les produits et les services à des gens qui sont un peu plus proches du décaissement, là, appelons-le comme ça. Donc, l'impact démographique, évidemment, ça nous touche directement. Le dernier, je te mentionnerai l'intelligence artificielle. Puis tout le monde en parle. C'est pas toujours clair exactement où on s'en va avec l'intelligence artificielle. Ce qui est incontournable, c'est que ça va jouer un rôle pour tout le monde, mais pour une firme comme nous. Et quel rôle ça va jouer? Ben, c'est ce qu'on se pose comme question. On a toutes sortes de petits projets à l'interne pour tester des façons d'utiliser l'intelligence artificielle, mais c'est sûr qu'il y a une façon de se rendre beaucoup plus efficace avec ce type de technologie-là. Il faut faire attention aux pièges parce qu'il y en a des pièges, puis je pense qu'ils sont bien médiatisés, les pièges de l'intelligence artificielle, mais en même temps, c'est un outil qui est extrêmement puissant, puis qu'on doit apprendre à apprivoiser pour se rendre, encore une fois, plus efficace comme firme. Ultimement, je dirais que tout ça, là, c'est super difficile de prévoir les tendances, puis dans quel contexte on va évoluer dans les prochaines années. Tout ce qu'on peut faire comme organisation, c'est s'assurer qu'on est capable de s'ajuster, puis d'évoluer. Puis tu sais, ça revient, je pense, à ce que tu disais, au talent. Ça revient beaucoup aux gens, à quel point les gens sont capables de s'adapter à différents contextes, à quel point les gens sont à même de se démarquer puis de trouver leur place dans une nouvelle réalité qui peut-être aura beaucoup d'intelligence artificielle ou pas. Donc c'est ça. Je termine en parlant justement d'évolution ou d'adaptation comme leader. Qu'est-ce que ça a comme effet sur toi personnellement,
cette obligation-là ou cette contrainte-là ou en fait cette dynamique-là d'être tout le temps en mode adaptatif? Ben, écoute, la première réponse, je te dirais, c'est qu'il faut que je donne l'exemple. Donc, il faut que moi-même, je sois en mesure de m'adapter constamment. Euh, puis, ultimement, ce que je vois comme étant ma première responsabilité, au-delà de, évidemment, remplir la mission de l'organisation de gestion féerique, c'est de m'assurer que j'ai les bonnes personnes dans les bonnes chaises, que les gens qui m'entourent sont dans les bonnes chaises, puis que je les mets, moi, dans la meilleure situation possible pour avoir du succès. C'est à ça que je réfléchis le plus, puis j'y travaille quotidiennement. Puis ça, je pense qu'à quelque part, ça vient, ben, moi, ça m'oblige à réfléchir à ça, ça m'oblige à regarder ce que les gens font, comment ils évoluent. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené vers cette carrière en finance. Puis en parallèle, qu'est-ce qui t'a amené à compétitionner quand même à un haut niveau dans le sport, et ça encore aujourd'hui? Puis ce serait quoi les parallèles que tu fais entre ces deux mondes-là? Puis comment ils se complètent dans ta vie? Ben, et ma réponse va être un petit peu plate parce que la vérité, c'est qu'il n'y avait aucun plan derrière, ni l'un ni l'autre. Pour la finance, moi, je suis allé au cégep en sciences pures parce que ma mère m'avait dit ça va t'ouvrir le plus de portes possible, puis je me débrouillais pas trop mal à l'école, donc go pour les sciences pures. Après, je dirais un intérêt pour les chiffres puis pour le monde de la finance qui m'a dirigé en finance, comme tu mentionnais, à l'Université Bishop, hein, petite plug pour mon université. Puis continuer là, avec les différentes désignations. Le seul plan que je me souviens que j'avais, c'est quand j'ai commencé ma carrière, je me disais, bon, ben, je prends la vingtaine pour essayer des trucs. Tu sais, j'essaie d'être bon dans les différents rôles ou tâches que je vais avoir. Puis j'essaie de rencontrer des gens. Puis à partir de 30 ans, là, je me décide, là, puis je fonce. Finalement, je n'ai pas tant suivi ça comme plan, mais je me souviens que c'est ce que je me disais à cette époque-là. Sinon, pour le sport, moi, le sport, je veux dire, comme beaucoup, là, ça a commencé très jeune. J'ai toujours fait du sport naturellement, pas nécessairement organisé. Je suis quelqu'un qui avait besoin de bouger pas mal quand j'étais jeune. Puis, donc, j'ai toujours aimé jouer à des jeux. Tu sais, je pense que, ultimement, je suis quand même assez compétitif dans tout ce que je fais dans la vie, mais le jeu et le sport, évidemment, répondaient à ce besoin-là, là, de compétition puis de bouger. L'anecdote que je raconte toujours, c'est que même avec mes enfants, là, ma blonde, il a fallu qu'elle me le dise une couple de fois, là, tu sais, Louis, écraser les enfants à un jeu, là, c'est pas nécessairement une leçon d'apprentissage. Tu sais, tu peux ajuster un peu. Donc, je suis moyennement d'accord avec ça, mais je le fais quand même. Le sport, pour moi, aujourd'hui, tu sais, je le fais encore parce que j'aime ça. J'aime ça faire différents sports, puis j'en ai pratiqué plusieurs. Le triathlon, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard dans ma vie, là. Appelons ça un peu la crise de la quarantaine. Mais ce que j'aime, puis le parallèle peut-être avec le travail professionnel, c'est le côté un peu vivre dans l'action, c'est le côté évidemment compétitif de la chose. J'aime m'entraîner, mais j'aime encore ça, faire les courses, là. J'aime ça qu'il y ait un départ, puis une arrivée, puis tu sais, des résultats à évaluer, puis à regarder. Euh, j'ai fait beaucoup de sport d'équipe aussi. Donc, le triathlon, comme je dis, c'est arrivé plus tard parce que c'est un petit peu plus facile de gérer mon horaire à moi que de jouer dans des ligues et autres, là. Mais bon. Euh, euh, pour la petite histoire, le triathlon, je m'étais dit à 40 ans, je vais faire un marathon. Tu sais, je pense qu'il y en a qui se disent ça, peu importe le défi, à 40 ans, on veut faire un défi quelconque, mais c'est un marathon. Finalement, je trouvais ça un peu monotone de juste courir. Puis là, c'est là que j'avais un oncle, un cousin qui faisait des triathlons, puis qui m'avait raconté un peu ce que c'était. Puis là, je me disais, ah, écoute, moi, je sais nager, puis je suis capable de faire du vélo. Je suis capable de courir, ça ne doit pas être si compliqué que ça, faire un triathlon. Donc, je m'étais inscrit à un sprint, là, les distances plus courtes. Ça a été horrible, j'ai trouvé ça super difficile, mais 24 heures plus tard, là, je regardais déjà où je pouvais m'inscrire pour en faire un autre. Puis la beauté de ça, puis encore une fois, il y a peut-être un lien avec la vie professionnelle, c'est que quand tu commences un nouveau sport ou une nouvelle activité, peu importe euh, laquelle, un peu plus tard, souvent, tu t'améliores rapidement. Donc moi, j'avais des gains rapidement en pratiquant un peu plus à nager, évidemment, à faire du vélo, courir.
Puis là, ben ça, c'est super motivant parce que, tu sais, à chaque fois, ça va un peu mieux, puis ça va un peu mieux, puis ça va un peu mieux. Puis tu sais, je pense que dans le travail, c'est un peu ça aussi. C'est qu'à travers les années, tu sais, tu deviens meilleur, plus à l'aise à faire certaines tâches. Puis là, ben, tu as le goût d'en faire d'autres. En tout cas, c'est mon cas. Donc, c'est pour ça que on dirait que ce sport-là là, m'a- m'a attrapé depuis quelques années, je dirais. Écoute, moi, je retiens deux choses. Si je pense à ta carrière au sport, il y a le côté opportuniste. Dans le fond, tu Ouais, as découvert quelque chose, puis là, tu as évolué. ouais. Le deuxième, c'est un peu ton désir de t'améliorer. Je sais pas si c'est ton côté compétitif qui fait que tu as toujours envie d'être meilleur. Ben, oui, clairement, c'est ça, c'est ça. Puis, mais il y a un petit côté dépassement aussi. Tu sais, quand j'ai débuté à faire des triathlons, c'est les plus courts, les sprints, puis là, après ça, les distances olympiques. Puis là, j'en ai fait des plus longs. Puis on dirait que tu as le goût d'en faire un peu plus long à chaque fois. Là, je dirais que je suis arrivé pas mal à la limite là, avec les demi-longues distances. C'est suffisamment long pour moi. Mais oui, c'est sûr que tout ce que tu dis, là, évidemment, c'est vrai. Et est-ce que tu as ce même regard-là avec ton leadership au travail? Ben, je parlais de coaching tantôt, là, puis peut-être qu'on va y revenir plus tard, mais c'est sûr que j'ai pris conscience de ça dans les dernières années. Je peux pas dire que j'étais nécessairement si conscient de mon rôle comme leader, tu sais, il y a 4, 5, 6, 7, 8 ans, mais les dernières années, oui, effectivement, de m'améliorer comme personne. Tu sais, je devrais dire, premièrement, de m'améliorer comme être humain. Là. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire, d'être un meilleur conjoint, un meilleur père de famille, un meilleur ami, euh, puis être meilleur dans mon travail. Puis ça, je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis en termes de leader. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se former, il faut se forcer à apprendre, j'essaie de faire le plus de rencontres que je peux depuis un an avec des gens, soit dans des rôles similaires, peu importe l'industrie, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes, même s'ils ne sont pas dans la même réalité que moi, dans la même chaise. J'en prends des petits bouts. Et puis je pense que c'est aussi une de mes responsabilités de moi-même, de m'assurer d'évoluer. Si je veux que les gens qui m'entourent évoluent, j'ai pas le choix de faire la même chose, finalement. Fait que c'est un peu dans la même lignée, tantôt qu'on parlait d'adaptation, ou tu sais, ça tourne autour de ça. Mais dis-moi, selon toi, c'est quoi qui t'a aidé à te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui? Si tu devais identifier un moment charnière ou une décision clé qui a été déterminante dans ton parcours, qu'est-ce que ça serait? Hmm. Ouais, j'ai pas l'impression d'être rendu à quelque part, je te dirais. J'ai l'impression de continuer à avancer dans la vie, dans le sport, dans ma carrière. Donc, c'est une évolution perpétuelle, puis je pense que ça va toujours être ça. Comme je disais tantôt, j'ai jamais eu de plan de carrière précis, puis j'ai certainement jamais pensé ou souhaité être président d'une entreprise un jour. Ça s'est vraiment fait progressivement, puis tu sais, j'ai toujours eu l'attitude d'essayer de faire mon travail le mieux possible. Ça retouche probablement le côté compétitif, c'est que tu sais, je veux être bon dans mon travail. Tu sais, j'ai besoin de sentir que je fais le mieux que je peux. En général, donc c'est ça, côté compétitif, puis l'autre chose qui m'a beaucoup aidé, je suis un éternel optimiste. Là. Moi, je dis, mon verre d'eau, il n'est pas à moitié plein, mon verre d'eau est plein. À travers les années, ça aide, je pense, à voir le côté positif de la vie, du travail, puis ça permet d'avancer, évidemment. Ça m'a joué des tours, puis c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même dû travailler, parce que quand tu es un optimiste convaincu comme moi, souvent ton plan B et ton plan C ne sont pas très tangibles parce que tu penses que ton plan A va fonctionner à chaque fois. Bon, généralement, il fonctionne, mon plan A, mais pas toujours. Et donc, à travers les années, de développer la faculté de bien tu sais, planifier les plans B et C, ben, ça, c'est sûr que ça m'a aidé aussi. Euh, L'autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est évidemment les personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma vie. Écoute, je me souviens encore d'un coach, puis je me souviens pas, mais j'étais jeune, là, tu sais, l'équivalent de Atom, là, peut-être 9, 10 ans. Puis ce coach-là, ce qu'il faisait avant les matchs, c'est qu'il demandait à tout le monde, pendant 30 secondes, de réfléchir à une chose
positives qu'on voulait qu'elle arrive dans le match. Puis là, il nous faisait passer à tour de rôle, puis il faisait dire à tout le monde la chose positive. Puis là, ça pouvait être je veux faire une passe, je veux faire un but, je veux enlever la rondelle à l'autre équipe, n'importe quoi. Puis ça m'est resté, tu sais, je trouve que c'est une bonne façon de se préparer positivement. Puis je le fais avec mes enfants aujourd'hui. Tu sais, dis-moi quelque chose de positif que tu veux qui arrive à l'école aujourd'hui ou peu importe, dans le sport ou dans n'importe quelle activité que tu fais. Puis, donc, bon, ça fait évidemment longtemps. Euh, Pendant mes études, je continue avec les gens qui ont une influence parce que je pense que ça joue beaucoup dans notre vie, hein, les gens qu'on rencontre. Moi, quand j'étais au cégep à l'université, je travaillais 30, 40 heures tout le long, là, le cégep à l'université. Je travaillais dans l'hôtellerie. Puis, surtout au début, là, je travaillais au même endroit pendant quand même plusieurs années. Puis, c'est mon premier vrai boss, là, ou patron, là, appelons-le comme ça. C'est un homme grand, imposant, puis quand même assez sévère, sympathique, juste, mais sévère. Je peux te dire, j'ai vraiment appris, la leçon les leçons de bien faire son travail, là, parce que tu te le faisais dire si tu ne mettais pas les ustensiles droits, cadrés avec le couvert en avant, mais aussi que tu sais, être à l'heure, ça veut dire d'arriver 10 minutes d'avance, là. Donc, des petites leçons qui te servent un peu plus tard dans la vie, là, j'en ai eu plusieurs à cette époque-là. Puis, depuis que je suis chez Féeric, là, je disais, ça va faire 15 ans, je suis arrivé en 2010. La personne qui m'a embauché ici, Fabienne Lacoste, évidemment, a eu un rôle super important comme mentor dans mon évolution. Donc, ça, c'est évidemment une autre personne là, qui m'a permis d'évoluer professionnellement. Puis, si tu me demandes un moment charnière, écoute, j'imagine que c'est quand je suis venu chez Féeric pour la petite histoire. Euh, donc, je n'étais pas tant à la recherche d'emploi à cette époque-là, mais j'ai vu le poste passer. Puis ça m'a tout de suite intéressé. Donc, j'ai appliqué. Puis j'ai fait le processus. Puis dans le fond, j'avais demandé des références à des gens. Puis donc, j'avais quelqu'un qui connaissait Fabienne, qui recrutait à cette époque-là. Puis là, il m'avait dit vers la fin du processus, ouais, je pense qu'elle cherche quelqu'un un petit peu plus senior, tu sais, t'es limite un peu pour ce qu'elle veut. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une lettre à Fabienne pour tu sais, dire que oui, c'est vrai, peut-être que je ne suis pas tu sais, si avancé dans ma carrière, ou en tout cas, je ne suis peut-être pas au niveau de seniorité qu'elle recherchait, mais pour X, Y raison, tu sais, j'allais faire le travail. Puis elle m'a dit une couple d'années plus tard que ça avait été déterminant dans sa décision. Donc, j'imagine que là où je suis rendu, je suis encore chez Féric 15 ans plus tard, donc ça doit être un moment charnière, je pense. Donc, il y a des gens qui ont eu quand même une influence sur toi, qui est encore là aujourd'hui, mais aussi des gens qui ont, en fait, qui t'ont poussé un peu à devenir un peu plus que ce que toi tu pensais peut-être. Exact. Exact. Puis tu sais, je pense que encore une fois, c'est un de mes rôles. Puis, dans la vie de tous les jours, pas nécessairement professionnellement, de redonner au suivant. Je veux dire, moi, tu sais, toutes les fois que soit un jeune de Bishop, ça arrive, qui voit que je suis à l'université Bishop, qui m'écrit sur LinkedIn, je vais toujours prendre l'appel. Tu sais, j'essaie de redonner le plus possible. J'aime ça le faire, mais en même temps, je trouve ça important parce que je ne l'ai pas fait beaucoup, solliciter des conseils ou de l'aide quand j'étais un peu plus jeune, pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, mais je vois la valeur que ça a eu quand je l'ai fait. Et donc, c'est pour ça que je suis disponible pour peu importe, peu importe le contexte. Si quelqu'un veut des conseils ou veut mon opinion sur quelque chose, j'essaie de le donner le plus possible, là, surtout quand c'est des jeunes. Si je peux faire un peu un parallèle avec le sport, si je prends un peu ton parcours, tantôt je parlais d'opportunisme, mais tu sais, dans le fond, tu as vu une opportunité, puis tu es allé vers ça. Ouais, Donc, tu as pris des chances, tu as pris des risques, tu es allé, mais tu as aussi travaillé pour évoluer dans ce parcours-là. En fait, s'il n'y avait pas nécessairement un grand plan, ben, des fois, le plan, tu l'as développé au fur et à mesure, puis tu t'es dit, ben, on y va. ben, All in. exactement, exactement. Mais tu sais, moi, je ne suis pas dans rien un surdoué, là, tu sais, puis j'en connais, là, que ce soit dans le sport ou tu sais, à l'école, du point de vue académique, là, tu sais, on en connaît tous des gens qui sont juste naturellement très bons dans certaines choses. Moi, je me débrouillais dans à peu près tout, mais j'ai pas atteint d'objectif ou j'ai pas eu de succès dans quelque chose sans beaucoup d'efforts. Donc, il a fallu que je choisisse des trucs. En fait, c'était toujours des trucs qui m'intéressaient parce que je pense que c'est difficile de donner beaucoup d'efforts à quelque chose qui ne nous intéresse pas, mais
quand je me suis donné des buts dans certaines choses, ben, j'ai travaillé en conséquence. Ça n'a pas toujours fonctionné, évidemment. Ça ne peut pas toujours fonctionner. Mais je pense que ça aussi, ça m'a suivi beaucoup, le fait d'avoir un peu la tête dure, puis de travailler suffisamment pour atteindre un objectif plutôt que se fier à un peu des acquis, peut-être, là. OK. Maintenant, si je reviens un peu à ton style de leadership, à la fois, si tu prends dans ta carrière dans le sport, ce serait quoi ton style à toi? Puis comment ça s'est développé au fil du temps? Comment ça te sert dans ton Mhm. quotidien? Ben, pour continuer sur ce que je mentionnais, je n'étais pas nécessairement un surdoué dans le sport, donc l'analogie au hockey, là, c'est comme plus un plombier, là, un travaillant, bon joueur d'équipe, là, ça c'est plus moi dans le sport, je dirais. Puis comme je te dis, j'ai eu des passes où c'est le golf. J'ai joué jeune vingtaine, beaucoup au golf. Là, puis là, je m'étais donné des objectifs. Là. Ça, c'est avant d'avoir des enfants, évidemment. C'est plus facile de jouer au golf, c'est long le golf. Puis là, c'est devenu d'autres choses après. Euh, donc je pense que c'est un petit peu la même chose pour le leader. Tu sais, j'ai pas l'impression que je suis un leader naturel. Je ne sais même pas si ça existe. Oui, en fait, c'est pas vrai. Je réponds à ma propre question. Je pense que oui, il y en a que en termes tu sais, des hommes, des femmes qui ont beaucoup de charisme. Peut-être que c'est un peu plus facile pour certaines personnes. Dans mon cas, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Je pense que je suis un leader, tu me demandes le genre, je pense que je suis un leader assez rassembleur. Clairement, j'essaie de mener par l'exemple. Puis, je l'ai dit tantôt, moi, mon rôle comme président et chef de la direction, c'est de réaliser la mission de Féric. Faut que je fasse ça dans un environnement qui est en constante évolution, un environnement dynamique. Donc, ça me prend une firme qui est aussi en évolution, une firme dynamique. Puis ça, ben, ça passe par les gens qui travaillent chez Féric. Donc, tout est relié. Puis ça revient encore une fois à ce que je mentionnais tout à l'heure. Moi, pour ça, ben, il faut que je m'assure que j'ai les bonnes personnes qui m'entourent, puis je mets ces bonnes personnes-là, ces personnes-là dans des situations où ils sont capables d'avoir du succès. Puis je pense que c'est ça ma conception du leadership, c'est ça que j'essaie de faire, encore une fois, sur une base quotidienne. Et chez Ferric, moi, ce que je répète tout le temps, en tout cas, tout le temps, je le répète souvent, c'est je veux qu'on essaie d'être les meilleurs, mais je veux que ce soit le fun de le faire. Puis il y a donc deux points là-dedans, là, c'est que juste de dire faut être les meilleurs ou on va être les meilleurs ou soit. C'est difficile parce que, un, il y a plein de métriques pour mesurer si on est meilleur ou pas. Deux, si je pense à nous puis notre industrie, il y en a plein d'autres firmes qui sont excellentes à faire certaines choses. Donc, moi, le concept, c'est plus, je veux qu'on essaie constamment d'être meilleur pour s'améliorer. Tu sais, je veux que tout le monde, peu importe son rôle dans l'entreprise, sentent qu'il y a de la place pour qu'ils puissent évoluer, se développer, puis qu'ils apprennent. Tu sais, ce que je dis, c'est partagez vos bons coups, s'il vous plaît, mais aussi partagez vos moins bons coups, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre, mais vous allez probablement permettre à vos collègues d'apprendre aussi. Donc, c'est important d'avoir cette espèce de communication-là qui est constante. Puis l'autre, c'est le plaisir. Tu sais, avoir du fun au bureau. On ne peut pas avoir du fun. Puis ça, je l'ai mentionné tout récemment. On avait une rencontre avec toute la grande équipe de Féric. Je suis très conscient qu'on ne peut pas avoir du plaisir à chaque heure de la journée, puis à chaque journée de la semaine, puis à chaque semaine du mois. C'est pas ça que je veux dire. Mon point, c'est que de manière générale, il faut que l'ambiance soit le fun pour plein de raisons. Un, c'est au travail qu'on passe à peu près le plus de temps dans une semaine. Donc, tu sais, au minimum, je pense que tu sais, ça mérite que ça soit le fun. Deux, tu sais, je suis persuadé que les gens, en général, sont meilleurs dans leur travail, ont plus le goût d'en donner pour leurs collègues, pour peu importe le domaine, là, les clients dans notre cas, s'ils s'amusent. Tu sais, je pense que naturellement, tu as le goût de, tu sais, de te commettre un peu plus, puis d'aller un petit peu au-delà de ton travail quand tu t'amuses. Puis c'est pour ça que c'est super important pour moi. Je veux dire, j'étais assez chanceux dans ma vie, là, même dans les emplois étudiants, où tu sais, j'ai pas mal toujours connu des environnements quand même relativement le fun. Mais j'en ai vu, puis je connais des gens qui travaillent dans des milieux qui sont un peu moins fun. Puis il y a différents modèles qui existent, mais je pense que c'est pour optimiser le potentiel ou pour essayer de l'atteindre le potentiel, pour que les gens aient le goût de s'améliorer en continu, il faut une ambiance qui est le fun. Puis encore une fois, j'en fais une priorité. Il y a une partie de ça qui m'appartient, puis il faut que je le fasse, faut que je le fasse vivre aux gens qui m'entourent, là.
Tu sais, je retiens beaucoup le côté rassembleur, puis le côté équipe. Et la question qui me vient, c'est toi qui as quand même un côté compétitif, tu parles surtout de l'aspect là, humain là, dans ton leadership. Euh, comment ça se combine avec ton désir de performer Mhm. ou les résultats, Ouais. etc. Ben, c'est sûr que tu sais, bon, je dis que je veux que on s'améliore, etc. Je veux qu'on soit bon. Je veux parce que Féric, si on est bon, si nos fonds obtiennent des bons rendements ajustés au risque, effectivement, c'est les clients qui en bénéficient. Mais je ne mentirais pas que oui, je regarde les rendements des les autres firmes, puis si on n'est pas tu sais, où on pense qu'on devrait être, c'est sûr que ça me vient me chercher. Puis je veux donc, tu sais, ce côté-là compétitif va rester. Même chose pour le service. Tu sais, je pense que on est excellent à bien servir les clients. Je ne peux pas exagérer. Je pense qu'on est les meilleurs au monde à servir les clients, mais je suis un petit peu biaisé quand je te dis ça. Mais non, c'est sûr que le côté compétitif reste, puis je veux évidemment que la firme se démarque, puis qu'on ait des bons résultats, etc., etc. Là, ça, c'est clair. Mais je disais tantôt qu'on se connaît depuis 2020 à travers une relation de coach et coaché. Moi, je te connais comme quelqu'un qui veut sans cesse se dépasser, qui est curieux, qui aime apprendre. En quoi le coaching a eu un impact sur ton développement personnel et professionnel? Puis peux-tu partager un moment où le coaching a pu débloquer une situation où ça t'a permis de voir les choses sous un nouvel angle? Euh, donc, ben oui, oui, me dépasser, mais en même temps, pas dans tout nécessairement. Là, je choisis mes combats pour me dépasser en ce cas-ci au travail puis dans les triathlons. Le coaching, euh, ça revient à mon ancienne patronne, Fanny, c'est elle qui m'avait un peu imposé une coach. Puis ben, là, j'ai eu le plaisir de te rencontrer à cette époque-là, Dani. Euh, Puis au même moment, j'ai choisi de me prendre aussi un coach de triathlon parce que je le faisais un peu moi-même. J'avais lu des livres, puis, mais c'était pas très efficace ma méthode. Puis surtout, j'arrivais à la fin de l'été, puis j'étais pas brûlé physiquement, j'étais juste tanné d'essayer de gérer mon horaire puis quel entraînement je devrais faire. Donc, comme en même temps, c'est comme si je me suis pris un coach plus pour le côté sportif, puis un coach professionnel, puis ça a été vraiment, j'avais jamais fait ça, ça a été révélateur dans les deux cas. Et puis, donc, du côté professionnel, moi, ce que ça m'a donné, c'est la faculté de prendre du recul, puis de faire de l'introspection, de regarder une situation de différents angles. C'est vraiment ça que j'ai gagné à faire du coaching. Et, quelle stratégie ou outil ou routine est-ce que tu as pu utiliser, ben, peut-être en évolution, là, pour concilier efficacement ton rôle de leader, ta vie de famille, tes entraînements? Ah oui, oui, ça. Ben, écoute, la première chose à faire, c'est d'être très, très clair dans les priorités. Donc, évidemment, bon, dans mon cas, ça serait la famille, le travail, puis après le sport. Mais une fois que tu es très clair dans tes priorités, euh, ben après, il faut que tu gères les conflits d'horaire en conséquence. Donc, puis je pense que c'est ce que j'essaie, pas je pense, c'est ce que j'essaie de faire. C'est sûr que c'est pas toujours si facile. C'est sûr que ça amène certains sacrifices, là. Donc, par exemple, je joue plus au golf ou presque plus parce que je choisis de faire du vélo ou d'autres choses à la place, même si j'adore le golf. Mais puis je vois probablement pas mes bons amis aussi souvent que je devrais parce que, bon, ben, je veux passer aussi beaucoup de temps avec mes enfants puis ma conjointe. Ultimement, c'est dynamique, puis le concept d'équilibre, ça évolue, puis je pense que dans mon cas, ben, évidemment, il faut que je le réévalue constamment pour être sûr que l'équilibre, la façon que moi je le perçois, ben, il est perçu de la même façon pour mes enfants, ma conjointe, pour le travail, Mhm. puis c'est ça, ça évolue constamment. Donc, la gestion des priorités. Et si je reviens un peu à ce que tu disais par rapport au coaching, comment ça t'a servi, je pense que quand tu décides de t'investir dans quelque chose, tu mets l'énergie, l'effort, puis tu fais des choix. Maintenant, si je reviens un peu à ton leadership, si tu avais des conseils à donner à des jeunes, soit des leaders ou des jeunes athlètes qui aspirent à combiner le Mhm. succès d'une carrière et leur passion, qu'est-ce que tu leur dirais?
Donc, il y en a trois choses qui me viennent. En fait, deux, puis avec le deuxième, A et B, j'imagine, on va mettre comme ça. La première chose, c'est qu'il y a des limites où le talent va te mener. Euh, L'attitude, puis on en a parlé au début, mais l'attitude, c'est la chose la plus importante. Que ce soit dans le sport ou au travail, je répète, je vais prendre l'attitude avant les compétences à tous les jours, à tous les jours. Euh, puis l'attitude, ben, j'imagine que comment dire, ça dépend des gens, là. Puis pour moi, c'est d'être capable, puis je retourne vers moi, là, c'est dans mon cas, d'assumer nos responsabilités dans la vie de tous les jours, puis de ne pas nécessairement blâmer les autres ou blâmer un contexte pour ce qui nous arrive. C'est rare qu'il n'y ait pas toujours un petit bout qui nous appartient. Puis moi, j'ai appris à essayer de reconnaître le bout qui m'appartenait, puis de l'assumer, ce bout-là. Tu sais, en général, je pense que on gagne à être plus empathique dans la vie de faire un effort pour se mettre dans la chaise de l'autre personne, puis comprendre son point de vue, généralement, pas nécessairement régler des situations, mais généralement rend les situations beaucoup plus faciles à comprendre ou à gérer. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je me pousse à faire le plus possible, d'essayer de comprendre le point de vue des autres. Moi, j'étais élevé comme ça, là, le respect, bien traiter les gens, c'est super important. Il me semble qu'on se promène un peu partout, puis on voit plein de cas où peut-être c'est pas toujours présent. Mon garçon le plus vieux travaille dans un dépanneur, puis on a comme une petite routine. Quand il revient de travailler, il nous raconte le client du jour. Donc, parce que ça arrive à peu près tous les jours qu'il y a un client qui est pour toutes sortes de raisons pas content, puis là, le chicane, tu sais. Alors que lui, c'est le petit commis au dépanneur, puis il ne peut pas faire, il peut pas faire grand-chose. Donc, tu sais, le respect, puis bien traiter les gens, je pense que ça, c'est super important. Généralement, ça nous revient après. Puis l'autre chose, tu sais, je pense qu'en général, dans la vie, tu sais, on gagne à être persévérant puis à travailler. C'est rare qu'on réussit du premier coup ce qu'on essaie de faire. Tu sais, je pense que tout le monde aimerait ça, mais moi tu sais, de mon expérience, généralement en travaillant, pas le gain ou ce qu'on finit par obtenir est beaucoup plus savoureux si on a travaillé très fort pour l'obtenir que si on l'a eu automatique. C'est sûr que c'est quelque chose que j'essaie d'enseigner à mes enfants. C'est pas toujours si facile que ça, mais j'y crois. Puis parlant d'attitude, je parle tout le temps d'un discours c'est disponible sur YouTube. Là, c'est le général, il s'appelle le général McRaven, qui est un ancien Navy SEAL, qui a fait un discours à la cérémonie de collation des grades de l'Université du Texas. L'as-tu vu? Oui. Ouais, tu l'as vu? Écoute, j'adore son message. En fait, je pense qu'il y a 10 leçons qu'il enseigne aux jeunes, aux étudiants qui sont là, qui graduent, puis il leur dit, tu sais, si vous voulez changer le monde, là, voici les 10 leçons de vie. Puis là, je ne vais pas te les nommer, mais la première, c'est commencer par faire votre lit le matin. Parce que c'est une petite tâche quotidienne qui va te donner un sentiment d'accomplissement dès le début de la journée. Puis après ça, ça te prépare à attaquer d'autres défis pour le restant de la journée. Puis dans le pire des cas, au moins le soir, quand tu vas revenir te coucher, ben, tu vas te coucher dans un beau lit bien fait. Mais c'est ça, il y en a 9 autres, là, je vous invite à aller voir ça, c'est super intéressant. Euh, Sinon, donc ça, c'était la première leçon, la longue réponse pour la première, le premier conseil. Au-delà du talent, tout est dans l'attitude. Le deuxième, puis on en a parlé un peu tout le long, je pense que c'est soyez curieux puis essayez d'apprendre toujours. Il y a pas de limite à ce qu'on peut apprendre. Sortez de votre zone de confort, puis vous en sortirez gagnant à chaque fois. Puis c'est pour ça que je disais 2A, 2B, c'est parce que le troisième, moi, je ne l'ai pas fait beaucoup plus jeune, mais là, aujourd'hui, j'essaie de le faire le plus possible. Rencontrer des gens puis demander conseil. Presque tout le monde sont contents de donner des conseils, de donner leur opinion. C'est rare les gens qui ne veulent pas le faire. Euh, Après ça, ça nous appartient de faire, tu sais, de prendre tous ces morceaux-là puis de choisir ce qu'on fait avec, mais de se priver de discussions avec des gens, peu importe ce qu'ils font dans la vie, peu importe le domaine, l'industrie, généralement, c'est super intéressant. Puis, ben, écoute, je pense que c'est une bonne façon de grandir de toute façon. Oui. Si tu avais l'occasion de réinventer le développement du leadership,
pour les leaders de demain, qu'est-ce que tu changerais dans la façon qu'on fait ça aujourd'hui? Puis Mhm. comment est-ce qu'on pourrait mieux préparer les futurs leaders pour demain? Ben, je suis pas sûr qu'on le fait tant que ça aujourd'hui là, auprès des jeunes. En tout cas, moi, j'ai dû manquer le cours quand j'étais jeune là, parce que j'ai j'ai pas vu ça avant plus tard. J'ai pas eu ces discussions-là de leadership avant pas mal plus tard dans ma vie. Euh, ben, ce que je trouve, c'est que souvent, quand on parle de leadership, là, tout de suite, on a en tête les images tu sais, je sais pas, là, ça nous appartient à chacun, là, mais mettons Barack Obama, Winston Churchill, Jean Béliveau, des grands leaders, puis des fois, ça peut avoir l'air inaccessible, mais moi, ce que je réalise, c'est que ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que le leadership, là, honnêtement, ça se vit à très petite dose au quotidien, là. C'est continuellement. Puis ça appartient à tout le monde, à sa façon de le faire un petit peu. On est tous un peu leaders à tous les jours, peu importe si on est au travail ou à la maison. Donc, ça c'est un premier, je te dirais, le premier constat. Après ça, là où je vois qu'il y a une vraiment belle opportunité, c'est de le développer avec le sport, parce que c'est un peu le terme, hein, fait qu'on va utiliser Oui. le sport, jeune avec le sport. Tu sais, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on passe énormément de temps à travailler sur les aptitudes individuelles, revenons, les compétences, mais les habiletés individuelles des petits garçons, des petites filles qui font du sport. Puis je vois beaucoup moins d'efforts du côté de justement tout ce qui est l'attitude, puis la façon qu'on approche le sport. Tu sais, le comportement, comment se comporter avec l'adversaire, c'est un sport d'équipe, dans la victoire, dans la défaite. Tu sais, pour moi, c'est super important. Puis les jeunes, tu sais, moi, je pense que les jeunes vont grandir. Puis je pense probablement que la plupart des parents le font. Tu sais, moi, je le fais avec mes enfants, mais c'est moins apparent dans le sport organisé ou parce que c'est vraiment les habiletés qu'on cible. Donc, je pense que là, il y a une belle opportunité d'intégrer ça à la même hauteur, tu sais, justement, là, toute la question d'attitude dans le sport, parce qu'ultimement, tu sais, à la fin de la journée, c'est un jeu, hein, tu sais, on s'entend là, que le sport, peu importe lequel, c'est un jeu. Il faut que ce soit le fun. Puis si tu peux apprendre quelques leçons de vie qui vont te servir plus tard, ben tant mieux, tant mieux. Moi, je souhaite que mes enfants en apprennent des belles leçons, puis j'essaie de le faire évidemment, mais je pense que plus généralement, ça pourrait très bien se faire, là. D'utiliser le sport comme un moyen d'aborder des thèmes qui ne sont peut-être pas aujourd'hui, comme le leadership ou toutes les habiletés sociales qui Exactement. servent pas Puis, juste dans le sport, mais ben, vraiment tout à fait, tout à dans fait. tous Puis les peu importe domaines. le sport, que ce soit du sport individuel ou en équipe, je pense que les leçons s'appliquent de toute façon. C'est une vraiment belle opportunité de former des petits êtres humains pour plus tard. Ben, c'est vraiment intéressant. Mais dis-moi, en conclusion, si je te donne le mot de la fin, que ce soit un élément que tu veux faire ressortir ou si tu avais un défi ou une question à poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils réfléchissent à leur propre parcours ou à leur vision du leadership. Avec quoi tu nous laisserais? Donc, ben, ce que je dirais, puis je vais garder encore l'analogie avec le sport, euh, l'état d'esprit dans lequel on se trouve avant de faire quelque chose au travail ou avant de faire une activité ou une épreuve sportive ou même n'importe quoi d'autre, euh, va avoir une influence importante sur le résultat. Puis ça se pratique, ça. Ça se pratique comme le sport se pratique pour arriver au match ou arriver à l'épreuve. Dans la vie de tous les jours, puis professionnellement, ça se pratique de se mettre dans le bon état d'esprit pour essayer d'obtenir ce qu'on veut ou atteindre nos objectifs. Euh, de toutes sortes de façons, hein, de se mettre dans des situations inconfortables. Dans mon cas, c'est ça, le triathlon, c'est que tu te mets dans des situations un peu inconfortables. Ça me pratique à faire face aux défis de la course. Tout au long de la course, il se passe toujours toutes sortes de choses. Ben, au travail, c'est un peu la même chose, puis dans la vie, c'est la même chose. C'est qu'on a toutes sortes de petits défis. Ça nous appartient à trouver la façon de les remonter, de les surmonter, ces petits défis-là quotidiens. Mais ça se pratique. Tout ça se pratique. Donc, ça serait ça mon mot de la fin. Donc, de laisser les gens avec une réflexion de comment est-ce qu'ils peuvent changer
mindset, leur façon de penser Ouais. en commençant quelque chose. Exact. Mais puis à se pratiquer à le faire, à À se se pratiquer pratiquer à le à, faire. à relever des petits défis ou à se mettre dans des situations inconfortables qui t'obligent un peu à te mettre dans un état d'esprit comme ça. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup. Même moi, je vais mettre ça en pratique. Tant mieux. Mais c'est un défi de tous les jours. Je le fais moi aussi. Je dois le mettre en pratique. Puis c'est quelque chose qu'on faut en prendre conscience. Puis il faut s'en souvenir. Puis ça, c'est encore une fois, ça vient de mon coaching d'Annie. Merci. Mais écoute, Louis, je te remercie vraiment beaucoup de t'être prêté au jeu de mes questions. Et tu nous laisses avec des belles réflexions et aussi des points d'interrogation qu'on pourra peut-être continuer pour une prochaine fois. Avec Donc, plaisir. Merci beaucoup, Dani. je te souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Dans cet échange inspirant, Louis nous a partagé comment ses parcours de leader et d'athlète s'entrelacent autour de valeurs fondamentales: attitude, persévérance, apprentissage constant. Il voit de nombreux parallèles, comme vivre dans l'action et chercher à se dépasser pour être toujours meilleur. Pour lui, les opportunités sont à saisir autant dans le monde professionnel que dans le sport, et le succès repose sur la clarté de ses priorités, l'effort et l'optimisme avec lequel il aborde chaque défi. Louis se définit comme un leader rassembleur qui mène par l'exemple, notant que le leadership s'apprend et doit s'adapter dans un environnement en changement constant. Il reconnaît l'importance de bien s'entourer, d'encourager le développement, tout en ayant du plaisir. Il est en évolution perpétuelle. Pour lui, le sport est un outil de développement pour les jeunes, où on devrait tenter d'y développer de façon plus intentionnelle l'attitude et les compétences sociales comme le leadership. Ses conseils: commencez tôt à mobiliser votre réseau, pratiquez à vous mettre dans un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs et mettez-vous en situation inconfortable. Merci d'avoir écouté cet épisode de Talent au sommet. Si cet échange vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour écouter nos prochains épisodes. L'objectif est de vous offrir des échanges riches qui vous invitent à voir votre parcours et votre leadership sous un nouvel angle, tout en découvrant les secrets et l'inspiration contagieuse du dépassement de soi.